Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce LinkedIn Live avec Jean-Luc Échalier, responsable de la mobilité internationale chez Michelin, avec Lorraine de la Ville-Arthur, de la Ville-Armois, pardon Lorraine, qui est une expatriée de retour, avec Delphine Renard, qui est elle aussi de retour d'expatriation et qui est expat coach. Je ne sais pas si vous pouvez les avoir tous à l'écran et on se retrouve tous les quatre aujourd'hui autour d'une grande promesse qui est on va vous faire aimer le retour. C'est ambitieux comme promesse parce que vous allez le voir, le retour est sans conteste la période la plus délicate de l'expatriation. C'est un serpent de mer pour ceux qui s'intéressent à la mobilité internationale et à l'expatriation. Je pense que tous les professionnels de la mobilité qui nous écoutent le savent. Mais pour les expatriés, c'est souvent une mauvaise surprise et un moment délicat. Donc c'est important d'en parler, important d'écouter les conseils, les solutions que nous proposent nos trois intervenants aujourd'hui, que je remercie beaucoup d'être présents avec nous. Pour traiter de ce sujet, on a décidé de prendre des angles très différents. Et le premier est assez original. On interviewait pour préparer ce live un expat de retour depuis 1 an, qui a eu un retour un peu malaisé, qui nous a dit des choses super intéressantes. Et puis quand je lui ai dit, génial, il faut que tu nous racontes ça pendant le live, il nous a dit, c'est un peu délicat, je pense que je préfère pas intervenir, mais j'ai une image à partager avec vous, et cette image, la voici. Le retour. Pendant la première partie de ma carrière, on peut dire que j'étais un jeune cadre assez typique, avec une grande envie de bien faire, et pour cela, une certaine tendance à me conformer au modèle, à imiter les autres. J'étais ravie quand je prenais un ascenseur à La Défense. Si on prend une image, j'étais comme un jeune arbre dans une futaie, bien rangé, bien droit, qui poussait efficacement et qui s'en sentait bien. Et puis je suis partie à l'étranger, j'ai découvert plein de choses pendant une dizaine d'années en Afrique, dans différents pays, avec différentes responsabilités. Et là, sans m'en rendre compte, c'est comme si l'arbre que j'étais, qui au départ a eu du mal parce qu'il était bien déraciné, avait eu davantage d'espace pour s'épanouir, pour se développer dans des directions qui, pour moi, étaient très, très inattendues. Et puis quand je suis revenue l'année dernière, en fait, il m'a semblé impossible de revenir dans l'ascenseur de la tour, de me reconformer à ce qui me semblait très bien auparavant. Et même si j'avais voulu, je sentais que dans le regard des autres, ça semblait impossible et qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts à me donner cette chance. Maintenant, avec du recul, je me rends compte qu'il était impossible de remettre l'arbre sujet, l'arbre large que je suis devenue, dans une futaie ou dans l'ascenseur d'une tour. En tout cas, c'est mon expérience à moi, nous dit cet expatrié. Voilà, donc des images pour commencer. Alors, c'est l'expérience de cette personne, c'est sa vision. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous dire si vous vous sentez d'accord ou si vous êtes un peu gêné peut-être par cette façon de voir les choses. Une autre façon peut-être plus objective pour certains d'aborder le retour, c'est les chiffres. Alors, qu'est-ce que on voit à travers... Vous savez que chez Expat Communication, on anime depuis 8 ans maintenant un baromètre de l'expatriation, où on va décortiquer avec les partenaires du board les grandes tendances de la mobilité internationale et on s'intéresse régulièrement au retour. Alors, qu'est-ce qu'on a appris en 2021 ? En 2021, on a vu que les expatriés nous confirmaient, et c'est toujours plus fort, qu'il est plus difficile de revenir que de partir, enfin, en tout cas qu'il est plus facile de partir. Et si jamais on additionne ceux qui disent qu'il est aussi facile de partir que de revenir et ceux qui disent qu'il est plus facile de partir, on est déjà à 82%. Et si on interroge ceux qui sont déjà revenus, alors on monte à 90%. Donc quasiment un consensus pour dire le retour est quand même la phase la plus délicate de l'expatriation, ce qu'on disait en introduction. On les a interrogés sur les spécificités, les volumes de retour en 2021 et on a hâte de savoir pour 2022. Pour beaucoup d'entre eux, il y avait plus de retours en 2021 et une grande partie d'entre eux disaient qu'il était possible qu'ils anticipent leur retour. Et cette tendance, on le voit bien dans certains pays, elle s'est maintenant un petit peu déplacée, en tout cas vers l'Asie,
une tendance qui se conforte. Qu'est-ce que vous nous avez dit aussi quand vous avez répondu à l'enquête en 2021? Que les plus grandes difficultés, c'est d'abord la vie sociale. Enfin, c'est, si je pars du moins compliqué au plus compliqué, la vie sociale pour 58% de ceux qui répondent, qui sont rentrés, les démarches administratives pour presque les 2/3, et pour les 3/4 de ceux qui y sont confrontés, la recherche d'emploi. Donc ça, on en reparlera à la fin de cette émission. On a fait un focus sur les expatriés qui reviennent au siège. Donc, pas ceux qui sont en contrat locaux, pas les conjoints, ceux qui reviennent au siège, pour savoir ce qu'ils deviennent. Et alors là, c'est une surprise et c'est un point très important que j'ai hâte de discuter avec nos invités. Il y en a que 12,5% qui disent qu'ils ont eu une promotion. Il y en a 15% qui disent que le poste qu'ils ont eu était dans la lignée de leur poste d'expatriation. 20% qui, eux, disent c'était dans la lignée de mes postes d'avant, et puis un tiers, la plus grosse partie, qui ont vraiment une reconversion profonde au retour. Et quand on leur a demandé, eux, quelles étaient leurs principales difficultés, parce qu'ils nous disent vraiment que le retour au siège est malaisé, qu'est-ce qui est compliqué? Il y a deux choses qui sont vraiment à égalité pour près d'un tiers des expatriés de retour au siège. C'est la solitude, le sentiment d'exclusion et l'impression que l'expatriation n'est pas valorisée, quelque part. Je me demande un peu ce que je fais là, et les autres ont l'air de se poser cette question. Et puis, quelque chose qui est lié, ça c'est les deux items suivants à égalité, lié à la culture du siège, se refaire au siège, soit parce qu'on a du mal avec les enjeux politiques, soit parce qu'on a du mal avec la culture de l'entreprise telle qu'elle se pratique au siège. Le reste des items, le stress, etc., on voit que ça concerne finalement très peu les expats de retour. Ça, ils n'avaient pas perdu l'habitude. Ce sont les chiffres 2021. Si jamais vous voulez contribuer à répondre à l'enquête pour 2022, pour actualiser ces chiffres, et on vous les partagera, n'hésitez pas à flasher ce code et aussitôt vous pourrez répondre en direct. Voilà pour ce qui est de l'enquête et des chiffres de façon très rapide. Là aussi, n'hésitez pas à commenter et à nous dire si vous vous retrouvez dans ce portrait robot ou si vous retrouvez les expatriés de votre entreprise. Mais ce que je voudrais vraiment surtout, c'est de pouvoir confronter ces analyses, les images qu'on a vues au départ, avec les experts qui sont présents, et d'abord avec Jean-Luc Échalier, donc responsable de la mobilité chez Michelin. Jean-Luc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qu'on entend là depuis le début? D'abord, est-ce que vous partagez ce constat? Et si oui, comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, d'abord, bonjour à toutes et tous. Donc, le premier point, en fait, je suis globalement en accord avec ce qui a été présenté, mais j'apporterai quand même une précision. Le départ en expatriation n'est pas simple. Le retour, en fait, est compliqué parce que les personnes ne s'attendent pas à avoir des difficultés. Quand on part, on sait que ça peut être compliqué, donc on se prépare. Quand on revient, on ne se prépare pas. Et ça, c'est un point qui est important. En fait, il faut que les personnes, il faut qu'un retour se prépare, hein, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. Alors déjà au niveau professionnel, donc ce que l'on fait par exemple au sein du groupe Michelin, c'est 6 mois avant donc la date prévisionnelle de retour. Côté RH et côté management, en fait, on prend contact avec l'expatrié et puis on commence à travailler sur le projet professionnel au retour, de façon à ce que sur le plan professionnel, les choses se passent dans les meilleures conditions. Qu'il y ait un poste, par exemple, pour que la personne soit attendue, en fait, hein, que ce soit sur un vrai poste. Donc ça, c'est un premier point, donc sur le plan professionnel. Et puis sur le plan personnel aussi, donc c'est pareil, donc il faut pouvoir échanger avec la personne, il faut que le service RH puisse échanger avec la personne pour évoquer les questions que vous avez évoquées. Bon, déjà, en fait, il y a la question de la vie sociale. Alors, pour les personnes qui rentrent, par exemple, qui ont des enfants donc en âge scolaire, souvent la scolarité, enfin des enfants, permet de créer du lien social avec d'autres personnes. Des personnes qui rentrent d'expatriation, mais en étant beaucoup plus âgées, hein, qui n'ont plus d'enfants, par exemple, en âge scolaire, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, les personnes peuvent effectivement être très, très isolées. Donc tout ça, en fait, ça doit se préparer et on doit alerter les personnes et on doit mettre en place et on met en place des programmes de préparation au retour. Hein, donc, comme je disais tout à l'heure, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Merci. Donc voilà ce que je peux dire pour ce qui nous concerne.
Merci beaucoup, Jean-Luc. J'ai un petit problème d'image, mais en tout cas, je suis bien là. Et on va demander aussi à Delphine Renard, Delphine qui est expat coach, si jamais elle peut compléter. Ouais. Delphine, qu'est-ce que tu observes chez les expatriés que tu vois au retour? Oui, bonjour Alix et bonjour à tous. Ouais, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, ce retour en France est une période qui est difficile. Et elle est difficile souvent parce qu'elle est pas, elle est improvisée, elle n'est pas anticipée. En fait, on se dit qu'on rentre en France, on rentre à la maison, on rentre chez nous, donc ça va être facile. En fait, non, ça reste une période de transition, ça reste une période de changement. Encore plus si le retour n'est pas un retour choisi et que parfois il est subi, surtout en ce moment. Et donc, on est confronté à un peu cette traversée du désert avec une période où on a beaucoup de préoccupations d'organisation. Côté pro, on a changé, on a bougé, on rentre riche d'une expérience professionnellement très forte. Et l'entreprise n'est pas toujours en capacité de mesurer cette évolution, ni même de comprendre parfois la complexité des situations qu'on a eues dans notre carrière à l'étranger. Et donc, il y a un alignement dans les incompréhensions, un pont à construire entre les deux pour faciliter les choses. Et puis, l'expatrié qui rentre s'attend à ce qu'il y ait au retour, on l'attende, et c'est pas toujours forcément comme ça que ça va se passer. Donc, d'où ce sentiment de solitude, cette réadaptation à avoir avec les enjeux du siège, ce que tu disais tout à l'heure, Alix, et puis aussi une image de soi qui est un peu bousculée parce que en expatriation, on est libre, on est assez autonome, on est décisionnaire, on est manager. Et là, en rentrant, on revient donc au siège ou dans son entreprise où on a un peu les mains moins libres, et alors qu'on s'attendait à être un peu plus valorisé. Néanmoins, sans idéaliser cette expérience à l'étranger, il faut quand même s'avouer que ça a été une période un peu grisante. Ça a été une période hyper enthousiasmante avec beaucoup d'excitation, et c'est ça qu'il faut conserver en rentrant en France. Il faut rentrer et retrouver ces pépites d'enthousiasme qu'on avait quand on est parti pour co-construire avec l'entreprise et garder ce piment. C'est-à-dire donc travailler ce pont entre les attentes du collaborateur et de l'entreprise, et reprendre, être acteur de son projet, ne pas s'attendre à ce que l'entreprise fasse tout pour nous, être proactif, suggérer, proposer, initier, parce que l'expatriation, c'est pas juste une parenthèse dans sa carrière, c'est vraiment, ça fait partie de tout son projet professionnel. Donc, il faut reprendre les choses en main. Reprendre les choses en main, et on entend bien dans vos propos à tous les deux ce décalage entre la réalité de l'expatrié et ses attentes. Jean-Luc Échalier, on entend souvent dire, parce que là vous avez été très, très sympa, mais je vais mettre les pieds dans le plat, on entend souvent dire oui, mais les expats qui rentrent, ils ont pris le melon, ils sont difficiles à gérer. Nous, on entend souvent aussi des expats qui disent je m'attendais à une promotion et j'ai un peu l'impression de végéter depuis mon retour. Comment est-ce qu'on peut aider les expatriés dans ce décalage entre la perception de leur valeur ajoutée et puis ce que l'entreprise a à leur offrir, et surtout la façon dont l'entreprise les considère? Là, en fait, donc c'est côté RH, en fait, et côté management, en fait, on doit préparer donc le retour de l'expatrié pour expliquer qu'en fait, bon, ce qui fait la dimension d'un poste, en fait, c'est les compétences requises, c'est la résolution des problèmes traités, en fait, que ce soit en diversité ou que ce soit en profondeur, et puis c'est l'impact, en fait, donc les impacts sur la société. Et donc, il faut qu'un salarié qui parte comme ça, quand il revient, en fait, il faut qu'il comprenne que quand il était dans une filiale, par exemple, où il y avait, par exemple, 200 ou 300 millions de chiffre d'affaires par an, en fait, en termes d'impact et en termes de résolution de problèmes, ce n'est pas du tout la même chose quand il revient dans une filiale qui a 5 milliards d'euros, par exemple. Donc, faut relativiser les choses, en fait. Effectivement, on est par exemple sur un poste de directeur commercial ou on est sur un poste de directeur marketing.
mais les problématiques sont complètement différentes, en fait. Donc ça, il faut qu'ils en soient conscients, en fait. Et c'est pas parce que... Et ça, d'ailleurs, moi-même, je l'ai vécu, en fait. J'ai été expatrié. Au moment du retour d'expatriation, j'ai eu ce sentiment-là, en fait. Mais au bout de quelques mois, quelques années, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, quand on rentre dans un grand groupe, dans une grande société, la nature des problèmes est tout autre, les impacts sont tout autres. Donc ça, il faut en être conscient. Et puis, il y a un autre point aussi qui est important, et ça, on le dit souvent à nos expatriés, en fait, l'expatrié doit également avoir un comportement, en fait, qui permet de faciliter son intégration. Je vais utiliser une image, alors qui n'est peut-être pas la bonne, mais revenir en jouant un peu la personne qui a joué donc sa campagne militaire, par exemple, ses expériences militaires ou ses faits d'armes, en fait. Mais quand on revient, en fait, bien ça, en fait, c'est la meilleure façon de se faire rejeter des équipes, parce qu'en fait, bon, les personnes avec qui vous vivez, en fait, avec qui vous travaillez, acceptent facilement donc de discuter un petit peu donc de votre expérience en fait à l'étranger. Mais quand ils n'entendent que ça, au bout d'un moment, ils en ont un peu que faire, en fait. Et c'est un peu compliqué. En fait, c'est pas les sujets qui les intéressent. Donc, quand on rentre aussi, il faut également faire l'effort donc de se remettre, de s'adapter dans son nouveau monde, en fait, et d'être dans des sujets qui intéressent les interlocuteurs, en fait, et pas nécessairement, en fait, revenir sur ce qu'on en a fait pendant des années, en fait. Et ça, Delphine, comment est-ce qu'on peut le faire? Parce que c'est vrai, c'est un point crucial que soulève Jean-Luc Echalier, qu'on entend tout le temps. Et en même temps, quand on en discute avec les expatriés et quand on voit les résultats des enquêtes, on voit une vraie frustration. C'est-à-dire, oui, il peut y avoir un côté ancien combattant qui raconte sa campagne, mais il y a aussi une volonté sincère de transmettre une expérience, certes étrangère, mais qui pourrait avoir une valeur ajoutée au siège. Ouais, et c'est tout là le dosage qui est compliqué à avoir parce qu'effectivement, on rentre de cette expatriation, on est tellement heureux de tout ce qu'on a vécu en général qu'on a envie de le partager aux autres. Donc effectivement, il y a une espèce d'humilité à avoir et qui sera la force de l'expatrié pour arriver à doser, à savoir à la fois apporter, proposer les nouvelles compétences qu'on a acquises, ce qu'on a appris là-bas pour faire bouger un peu les choses ou proposer quelque chose d'innovant ou de différent. Et à la fois, effectivement, si on arrive avec l'étiquette expat qui arrive avec ses gros sabots, ça va pas du tout passer. Et au contraire, on sera mis sur le banc encore plus. Donc, ce dosage, effectivement, arriver à la fois partager ce qu'on a vécu et puis peut-être garder des choses pour nous et puis le partager en privé ou ailleurs dans un autre cadre, ça peut aider. Donc, à la fois l'humilité et à la fois, j'ai envie de proposer une attitude d'observation aussi et de découverte quand on l'a eu en partant en expatriation. Mais en France, on revient dans ce cadre-là, mais il faut adopter un nouveau regard parce que les choses ont changé à la fois pour nous et pour les autres en rentrant. Donc, accepter que voilà, les autres aussi ont des choses à raconter. Dans la newsletter du club Expat Premium d'Expat Communication cette semaine titrait Êtes-vous prêt pour le match retour? Il y a un peu de ça quand on vous entend, parce qu'on comprend que voilà, ce positionnement gagnant de l'expatrié est quand même pas évident. Il y en a beaucoup qui y arrivent très bien, pour qui ça se passe super bien. Mais ce n'est pas forcément instinctif de trouver ce juste positionnement. Je voudrais qu'on passe maintenant à la question des conjoints et à la question plus largement de tous ceux qui vont devoir trouver du retour quand ils reviennent dans leur pays parce qu'ils n'étaient pas expatriés ou parce que le retour au siège n'a pas pu se faire. Pour en parler, on a invité quelqu'un qui a un parcours assez étonnant. C'est Lorraine de la Villarmois. Lorraine, bonjour. Déjà, est-ce que, très synthétique, tu peux nous raconter les étapes par lesquelles tu es passée? Alors, très brièvement, bonjour Alix, bonjour à tous. Je suis à l'origine avocate d'affaires. J'ai pratiqué pendant 7 ans à Paris en fusion-acquisition. Et puis, j'ai tout quitté pour suivre mon conjoint à Hanoï pendant 4 ans, où je n'ai pas trouvé de travail. Et donc, j'ai fini par monter ma petite entreprise de traduction juridique. Et puis, on a été muté en Birmanie, où là, j'ai retrouvé un travail qui m'a passionnée. J'ai été juriste et ESG officer dans un fonds d'investissement de finances de développement, de finances durables. Et on est rentré un peu brutalement à 2 reprises
à cause du Covid et puis à cause du coup d'État. Et au bout de 6 mois, j'ai retrouvé un poste donc, de directrice juridique et ESG dans un fonds d'investissement à Paris. ESG, voilà. Tu peux nous repréciser parce que ce n'est pas évident pour ceux qui ne sont pas de la partie. Alors, l'ESG, ça réfère à l'environnement, le social et la gouvernance, et c'est une grande tendance de la rentabilité extra-financière et de la responsabilité dans la finance qui essaye d'être durable. Ce mot tendance va être important, je pense, dans la suite de ce que tu vas nous démontrer. Et donc, ESG en expat et au retour. Et bien, au retour aussi. Donc, juridique, directrice juridique et ESG, en fait, j'ai réussi à... Enfin, je pense que ce qui a fait que j'ai pu retrouver un travail, c'est que j'ai cherché le même poste dans le même secteur. C'était pas gagné du tout d'avance. J'avoue que quand je suis arrivée à Hanoï, au bout de 6 mois, quand j'ai vu que je n'avais pas décroché un seul entretien et que personne ne retournait mes appels, j'étais un petit peu désespérée et je pensais avoir fait l'erreur de ma vie professionnellement en quittant tout. J'étais contente de développer mon entreprise, mais c'était en même temps extrêmement frustrant par rapport à tout ce que j'avais pu faire parce que c'était pas mon choix initial. Donc, j'étais ravie quand j'ai eu cette opportunité en Birmanie. Mais après, quand je suis rentrée en France, j'avais vraiment en tête que pour avoir une chance de retrouver quelque chose, il fallait que ce soit le plus simple possible pour les recruteurs parce que j'avais conscience que j'étais un profil atypique. Et donc, voilà, je me suis dit, même poste, même secteur, et ça a marché. Donc, 2 choses importantes hein, quand moi je t'entends, Lorraine. Déjà, chouette, t'es passé par les cases un peu difficiles et donc pour tous les conjoints expatriés qui nous écoutent et qui se disent est-ce que j'ai pas fait, comme tu dis, la bêtise de ma vie, eh bien on peut rebondir. Donc non, accrochez-vous, ça vaut le coup. Mais on va pas parler aujourd'hui de ce qu'il faut faire pendant l'expat, hein, on parle du retour. Et puis, deuxième chose, là je t'entends parler du recruteur, simplifier la vie du recruteur. Est-ce qu'en fait, tu n'es pas déjà en train de te décentrer dans ta recherche d'emploi pour te mettre à la place du recruteur plutôt que de partir de tes propres vues? C'est ça peut-être le conseil que tu donnerais à des conjoints qui préparent leur retour? Alors oui, c'est un des conseils. Le premier conseil que j'aurais, c'est de garder en tête que le travail, c'est un marché. Ça ne fait pas toujours rêver de le dire, mais c'est une réalité. Il y a des offres et il y a des demandes, donc c'est un marché. Et donc, en tant que tel, on est un produit et il faut réussir à se vendre. Et si ce n'est pas nous, il faut trouver quelqu'un qui nous vende, et c'est ce qu'on appelle les chasseurs de tête. Ça, c'est une mentalité très commerciale que j'ai peut-être appris au Vietnam, je ne sais pas. Mais résultat, ça veut dire que il faut avoir conscience que, donc si on est un produit, il faut réussir à se vendre, et donc il faut avoir conscience de sa valeur ajoutée. Et ce qui est très compliqué, surtout quand on est un conjoint d'expatrié qui a arrêté de travailler pendant un certain temps, c'est qu'on quitte son pays avec un titre clair, un profil, une fonction, une expertise à jour, une expertise franco-française. On vit pendant un certain temps, en fait, en apprenant énormément de choses, mais sans aucun retour professionnel sur tout ce qu'on apprend. Et tout d'un coup, on revient dans son pays d'origine, on n'est plus la même personne, on n'a plus les mêmes expertises, les expertises qu'on avait ne sont plus à jour. Et pourtant, en fait, on a appris énormément d'autres choses. Et c'est là où le deuxième conseil que j'aurais, c'est qu'il faut absolument ne pas rester seul. Se rapprocher de personnes bienveillantes et professionnelles qui connaissent le monde de l'expatriation, qui savent ce que c'est qu'être expatrié et quel genre de compétences on apprend en expatriation. Je pense évidemment au Job Booster Cocon, avec qui j'étais en contact, et enfin, c'est vraiment super. Et voilà, il faut vraiment avoir conscience qu'on va avoir une valeur ajoutée à apporter aux entreprises qui n'est pas celle des Français qui seront jamais partis. Le troisième conseil, c'est de se dire que là où on travaillait avant, c'est probablement pas l'endroit où on sera valorisé en revenant. Moi, j'ai travaillé dans des grands groupes, dans des grands cabinets d'avocats d'affaires où les gens sont très segmentés, où les postes sont définis avec des profils et des fonctions et des compétences spécifiques. En expatriation, on apprend une foultitude de choses et on revient un peu avec un profil couteau suisse. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit dans ma recherche d'emploi.
on m'a dit que j'avais clairement un profil couteau suisse et que j'avais intérêt à aller chercher un poste dans une entreprise un peu en mode start-up. Et je pense, surtout à l'heure actuelle, où c'est vraiment l'explosion du monde des start-up, que c'est une excellente piste pour les expatriés, même ceux qui n'ont pas travaillé pendant longtemps, c'est d'aller dans une entreprise où ils n'auront pas de toute façon les moyens de recruter 3 profils différents pour 3 fonctions différentes. Et il faut être capable de vendre notre capacité à anticiper, à gérer la logistique, à identifier les ressources disponibles et à s'appuyer sur les ressources disponibles, même si on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, à faire preuve de résilience, à faire preuve d'empathie, à sentir un peu ce qui est tendance. Enfin, quand on arrive à l'étranger, on ne connaît rien au pays. Et pourtant, très vite, on est forcé à apprendre, on est forcé à se connecter aux gens qu'on rencontre, on est forcé à créer du lien avec ces gens-là, même si on ne les connaît pas, pour pouvoir s'appuyer dessus. Et ben, il faut avoir la même démarche quand on revient en France. Merci beaucoup, Lorraine. C'est des conseils extrêmement précieux. J'aimerais maintenant me tourner vers Jean-Luc Échalier. Donc, vous, Jean-Luc Échalier, en tant que responsable d'une grande entreprise, enfin, responsable de la mobilité d'une grande entreprise, chez Michelin, est-ce que vous confirmez les propos de Lorraine que quand on a un CV qui est devenu assez atypique, que ce soit pour les conjoints d'ailleurs, mais aussi pour ceux qui reviennent après des contrats locaux ou des contrats d'expat, est-ce qu'il est préférable d'aller vers une plus petite entreprise? Est-ce que vous, en tout cas, vous embauchez régulièrement ce type de profil? Alors, je dirais que bon, il y a déjà donc le salarié Michelin donc, qui part en expatriation. Donc, celui-ci, en fait, au moment du retour, donc, on prépare son retour, en fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait. Donc, notre service RH, en fait, donc, on connaît donc, les valeurs ajoutées donc, de l'expatriation. Et donc, au retour, en fait, eh bien, on va essayer donc, de proposer un poste à la personne qui corresponde, en fait, à ses compétences et au développement, en fait, développement acquis pendant cette expatriation. Ensuite, concernant le conjoint. Alors, le conjoint, ce que l'on propose aux conjoints, en fait, c'est ceux qui le souhaitent, c'est d'utiliser la période d'expatriation pour se développer, en fait. Donc, ça peut être soit du développement donc, par des formations, en fait, donc des formations complémentaires à leur formation initiale, en fait, ou ça peut être des projets professionnels. Donc, on les accompagne donc, pendant leur mobilité internationale de façon à renforcer leur employabilité au niveau du retour. Et ensuite, au retour, on les aide à refaire ils sont accompagnés pour refaire des CV, en fait, parce qu'un CV, en fait, eh bien, quelques années après, ne se refait pas forcément exactement donc, de la même façon. Est-ce qu'on embauche chez Michelin donc, des personnes qui reviennent donc, d'expatriation? Alors, je dirais que oui, si ça correspond à un besoin, en fait. Donc, c'est des profils intéressants qui peuvent être intéressants, mais bien entendu, c'est quand il y a un besoin, en fait. Oui, c'est pas un principe, mais c'est ce que Lorraine disait très bien sûr. On doit se mettre à la place du recruteur. Il n'est pas là pour faire plaisir, bien sûr. Voilà, donc c'est pas pour faire plaisir, et puis surtout, donc on essaye donc d'intégrer donc tous ces éléments-là, mais le point en fait, faut que la personne également se prépare en fait, et puis on peut l'accompagner pour qu'elle se prépare, pour que le retour en fait se passe dans les meilleures conditions en fait. Merci beaucoup pour ces éléments. Delphine Renard, donc une grosse partie de ton travail de coach, c'est de préparer les gens qui reviennent d'expatriation pour les aider à rematcher avec ce qui est attendu et à mieux comprendre leur valeur ajoutée. Quels sont les points les plus importants que peut apporter un accompagnement? L'accompagnement, en fait, est essentiel. En fait, il ne faut pas rester seul pendant cette période-là. Parce que c'est une période où seul, c'est décourageant. Décourageant d'aller... c'est très difficile d'aller chercher soi-même sa valeur ajoutée qui, en plus, est souvent pas là où on l'imagine. Donc, il y a tout un travail de relecture, d'accepter, de rationaliser cette tranche de vie, en extraire l'essentiel, qu'est-ce qui m'a nourri à l'étranger, qu'est-ce que j'ai envie de conserver. Et pour ça, donc ça se travaille pour pouvoir être ambitieux ensuite sur son projet professionnel. Donc, il faut rencontrer des gens, des tas de gens, aller voir 50 personnes, 100 personnes. Toutes pourront apporter des idées, des choses,
des possibilités différentes. On va en extraire ce qui nous parle, ce qui semble essentiel pour nous, pour aller mieux définir un petit peu là où on a envie d'aller et retrouver de l'énergie. Et il y a une autre chose, c'est avoir la simplicité de demander de l'aide. On le fait quand on arrive en expatriation, il faut le faire en rentrant. Et de l'aide, c'est de l'aide auprès de professionnels qui va pouvoir vous permettre d'aller plus vite et plus loin dans votre ambition de se développer. Et ça, c'est avec Expat Communication, on le fait soit en collectif via le Job Booster Cocoon, soit en individuel avec des accompagnements en one-to-one, en coaching individuel. Merci Delphine. Donc, lucidité, on l'a entendu dans ce que disait Lorraine, stratégie aussi, on a vu Lorraine vraiment avoir une vraie tactique sur son retour, accompagnement, enfin, il y a vraiment des leviers à activer pour ceux qui reviennent et qui recherchent un job pour pas tomber dans les 75% qui disent que ça a été vraiment difficile. Pour finir, j'aimerais qu'on parle des entreprises aussi. Jean-Luc Échalier nous a dit déjà pas mal de choses sur ce que vous mettez en place chez Michelin pour favoriser ce retour. Alors, en fait, on n'a peut-être pas le bon invité parce que Michelin est connu pour sa gestion prévisionnelle des ressources. Et bon, j'imagine que tout n'est pas parfait, mais quand même, sur le marché, vous faites partie des entreprises qui anticipent le plus les carrières à long terme. Mais quand même, de ce que vous savez, de ce que vous entendez à l'extérieur, Jean-Luc, pourquoi est-ce qu'on en est encore là, en 2022, à trouver que le retour est si difficile à anticiper dans beaucoup d'entreprises? Alors déjà, Alix, je voudrais préciser un point. Chez Michelin, en fait, on a très peu de démissions au moment de retour d'expatriation. Donc, depuis des années, en fait, le turnover au moment du retour d'expatriation est très, très faible. Et donc, chez Michelin, on se considérait donc très performant donc, pour la gestion des retours d'expatriation. Et depuis déjà donc 3 ans, en fait, on fait des enquêtes d'expérience employée, en fait, donc pour évaluer donc les expériences et puis des expériences expatriées. L'expérience expatriée, en fait, ces enquêtes en fait concernent toutes les personnes donc en mobilité internationale, plus les personnes qui sont revenues de mobilité internationale depuis 6 mois. Et là, donc, on les interroge sur leur expérience au moment de la préparation, l'expérience pendant l'expatriation et l'expérience au moment du retour d'expatriation. Et on s'est rendu compte donc, dans ces enquêtes que finalement, bien que notre turnover soit faible au moment du retour, nos résultats en termes d'expérience au retour n'étaient pas aussi bons que ça, en fait. Donc, on n'était pas... Bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus très, très bon. Et donc, ça, c'est des choses que l'on est en train de travailler, donc avec le talent management, donc mobilité internationale et talent management, on travaille ensemble pour faire en sorte, de mieux gérer ce retour, mieux anticiper ce retour. Donc, c'est pour cette raison que déjà, 6 mois avant le retour, donc... on lance ce travail donc avec les managers, avec le service RH, avec l'expatrié, de façon à voir donc, son projet professionnel et faciliter cette intégration en retour. Donc, bon, les résultats ne sont pas mauvais, mais ce n'est pas aussi simple que ça, malgré tout, en fait, bien que ce soit préparé. Merci beaucoup pour ces précisions. Chez Expat Communication, on a quelques propositions pour faciliter ce retour. La première proposition dont vous en avez entendu parler à plusieurs reprises, c'est le Club Expat Premium, donc une plateforme dans laquelle les expatriés vont trouver à la fois des guides, mais aussi du coaching, des ressources, des articles et des ateliers, notamment des ateliers pour préparer son retour, des coachings retour dont vous avez vu Delphine, qui est une de nos 40 expat coachs, qui sont notamment spécialisés sur l'accompagnement au retour, soit pour les collaborateurs qui vont revenir rejoindre le siège, soit pour ceux qui doivent rechercher un poste à leur retour en France. Et puis ce fameux Job Booster Cocoon, donc ces groupes de recherche d'emploi pour réinventer sa carrière avec à la fois des gens qui sont à l'étranger et des gens qui sont en retour et qui, de façon unanime, donnent de l'énergie et de la confiance en soi et permettent ce travail de réseautage sur lequel Delphine a beaucoup insisté et Lorraine aussi. Quelques rendez-vous avant de nous quitter. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces programmes carrière, vous avez 2 séances d'information le 19 et le 20 mai. Il y a un café retour virtuel pour ceux qui vont rentrer le 24 mai
et un café retour en présentiel à Paris le 13 septembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site d'Expat Communication ou sur le site Femmes Expat. Il est temps de nous quitter. On pourrait passer des heures sur ce sujet, évidemment, parce que c'est un vaste sujet que ce retour d'expatriation. On espère que les quelques clés que vous avez entendues pourront être utiles. Et avant de nous quitter, je voudrais demander à tous nos intervenants s'ils peuvent nous dire en quelques secondes ce qui leur semble le point le plus important sur cette question du retour. Peut-être commencer par Lorraine. Pour moi, le retour, c'est vraiment le moment d'identifier sa nouvelle valeur ajoutée acquise en expatriation. Il faut se faire accompagner pour ça. On le mérite. Et après, il faut le vendre cher parce que c'est ce qu'on nous demandera en entreprise. Question très indiscrète, Lorraine. Est-ce que tu as gagné en salaire avant et après ton expatriation? C'est rarissime chez les conjoints. Oui, je gagne plus que ce que je gagnais quand je suis partie. Bon, on est presque dans une émission à l'américaine, mais ça méritait d'être souligné. Merci pour ta transparence, Lorraine. Delphine, même exercice, qu'est-ce qui te semble le plus important? Merci. Moi, d'abord, je suis complètement alignée avec tout ce que Lorraine a dit, ça c'est sûr. Ce qui est important, c'est surtout, faites-vous aider parce qu'il y a trop de gens qui rentrent et même 3, 4, 5 ans après regrettent parce qu'ils ont perdu du temps, ça a été difficile, ils ont été isolés. Donc, pour moi, c'est anticiper, demander de l'aide à des gens, des professionnels de l'expatriation et accepter que ça prenne aussi un petit peu de temps. Merci Delphine. Jean-Luc, quel serait votre mot de la fin à vous? Mon mot de la fin pour moi, c'est donc prévenir en fait. Donc il faut que les personnes s'attendent à avoir des difficultés. Il faut anticiper et il faut préparer. C'est concis, c'est efficace et je crois que si on le met en pratique, écoutez, j'espère vraiment que les statistiques 2022 et 2023 seront meilleures que celles qu'on collecte aujourd'hui avec le baromètre Expat Communication. Un immense merci à vous tous d'avoir partagé votre expérience et vos conseils, c'est précieux. On voit qu'il y a vraiment des enjeux pour ça. Et puis à vous tous qui nous écoutez et plus particulièrement à ceux qui vous préparent leur retour, eh bien écoutez, bon retour. On vous assure que le retour peut être un moment, oui, difficile, mais difficile et bon ne sont pas sur la même échelle. Ça peut être difficile et extrêmement réussi. Et on vous souhaite le plus beau retour possible. À bientôt à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.